Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Je suis émue, en même temps impressionnée parce que ce soir, nous recevons une grande personnalité. Je suis vraiment contente que Rémi de Juste Milieu ait accepté mon invitation. Je pense que vous le connaissez toutes et tous, on va l'accueillir sans plus attendre. On va se parler d'un sujet assez sensible. Lui qui fait beaucoup de traits d'humour et vous le connaissez avec La Farce Tranquille et toutes ces connexions qu'il peut faire et tous ces fous rires. Et vous le connaissez aussi sur scène pour certains. Mais il a aussi, cependant, pas mais, parce que ça annule sinon, cependant, il a aussi des moments où il se positionne vraiment clairement. Et ce soir, notamment sur le sujet de l'euthanasie ou l'aide à mourir, on va s'en parler tout de suite. On va accueillir Rémi. Merci à tous et tous d'être là. Bonsoir Rémi, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, Avec grand je suis très plaisir. touchée et honorée. Avec grand Alors, plaisir. Merci beaucoup, Lise. Ravi d'être là avec vous, avec vous tous. c'est vraiment sympa de nous accorder du temps. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mais comme on disait en off, certainement qu'ils te connaissent tous, mais peut-être te présenter un petit peu, parce que moi je t'ai découvert pendant le Covid, évidemment, dans le Corona Circus, avec toutes ces émissions que tu as pu faire et tout ce que tu as pu développer, présenter un petit peu voilà, tout ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup. Écoute, merci une fois de plus, merci pour l'invitation. Alors, l'aventure Juste Milieu, pour la présenter en quelques mots, elle a commencé en novembre 2020, paradoxalement avec le Covid, qui a été une bonne période, si j'ose dire, pour les médias alternatifs, parce que je crois qu'on était beaucoup à avoir envie d'essayer de regarder les choses un petit peu autrement. Et l'idée de Juste Milieu, dès le départ, c'était de traiter l'actualité, le mensonge en moins et la rigolade en plus. C'est un peu le slogan depuis le début, c'est de dire, bon, partir du principe de, moi je suis un citoyen, je suis pas un journaliste et c'est un métier que je respecte, hein. Il y a une vraie déontologie, il y a la charte de Munich. Disons que c'est pas le journalisme qui est mauvais en soi, c'est nos journalistes actuels qui sont mauvais. Mais voilà, je trouve que le journalisme a un métier d'une certaine noblesse. Donc moi je suis juste un citoyen qui donne son avis et je m'étais dit, par rapport au Covid, on va essayer, voilà, tu vois, j'ai dit Covid, hop, la lumière elle a bugué. Ça, c'est un coup des Russes, ça. Ça, je connais. Tu vas Ça, voir. c'est un coup des Ça, Russes. c'est signé, ça. Ça, c'est Julien Pain. Avec le Covid, je me suis dit, voilà, ça changera rien en fait de faire des blagues. Ça rendra pas la situation plus ou moins drôle, mais factuellement, il y a des choses ridicules. Quand on voyait Jean Castex qui avait oublié ses lunettes alors qu'elles étaient sur son nez, tu te dis, finalement, Jean Castex, c'est Bourvil avec des responsabilités sanitaires. Donc, j'avais envie de dire, je vais faire des blagues, traiter sérieusement l'actualité avec des sources, travail sérieux, mais avec le pas de côté de l'humour parce que ça rend pas les choses plus ou moins graves, mais ça les rend peut-être plus supportables. Donc c'est un peu le pari depuis le début et j'ai essayé de garder cette ligne en fait petit à petit sur tout le travail parce que depuis on a eu d'autres sujets, on a eu l'Ukraine, il y a Israël, il y a plein de choses, la politique française évidemment, politique internationale, il y a plein de choses. Et donc j'ai vraiment essayé de garder cette ligne. Et l'aventure Juste Milieu a pris de l'épaisseur. J'ai aujourd'hui la chance de travailler avec deux personnes à 100%, Marie et Edouard que je salue et que j'embrasse. Juste Milieu, une entreprise constituée. Et l'idée, c'est de construire le média le plus solide possible, le plus sérieux possible et le plus pérenne, j'espère, en faisant ce travail-là. Donc, on a Juste Milieu sur YouTube, qui est la vitrine. Et on a aujourd'hui lancé 2 revues mensuelles qui s'appellent Juste Mensuel et Le Banquet. Et on a une plateforme de vidéos à nous qui s'appelle La Boîte Noire, où ça me permet de traiter des sujets que je peux pas franchement traiter sur YouTube, sur des sujets plus sensibles, on va dire, ou parfois plus personnels, que j'ai pas envie forcément de traiter de manière trop large. Et donc voilà, l'aventure, c'est de faire les choses bien, avec rigueur, mais de garder quand même le pas de côté de l'humour. Et puis la dernière petite aventure en date, c'est de réaliser mon rêve sur scène avec le spectacle Zinzin, qui a fêté sa première année de tournée aujourd'hui. On va aller jusqu'à fin 2026 et c'est un bonheur absolu de réaliser mon rêve d'être sur scène et de rencontrer les gens de la communauté Juste Milieu, de mettre de l'humain, vraiment de l'humain là-dedans. On peut se serrer la main, on se fait des bisous, c'est formidable. Et puis ça prolonge l'idée Juste Milieu sur un autre format, dans un autre exercice. Voilà un peu le panorama de tout ça. Merci Rémi. Mais en fait, il y a ça aussi, effectivement, de faire se rencontrer les gens, ce lien humain. Et moi, ce que j'aime aussi chez Juste Milieu, c'est le juste milieu. Alors, c'est le pas de côté, comme tu disais, humour, mais c'est aussi de pas prendre parti. En tout cas, même si toi, tu as un parti pris sur des questions, comme toute personne, mais c'est en tout cas de donner la pluralité, de montrer la pluralité des choses, que ce soit en termes politiques, géopolitiques, etc. À chaque fois, d'avoir ce pas de côté, pas seulement humoristique. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je ressens ton travail et le lis.
Absolument, absolument. Tu as parfaitement tout résumé. C'est vrai que c'est l'idée, pas du juste milieu au sens, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire la volonté de ne pas se mouiller, c'est-à-dire d'être toujours au milieu, la réponse de Normand, comme dit l'expression, ou aujourd'hui, du Macron, quoi. C'est-à-dire, l'extrême centre, c'est en fait, tu es nulle part et partout à la fois. Au contraire, un peu la référence philosophique, parce qu'il y a pas que des blagues, il y a de la réflexion. La référence philosophique du juste milieu, c'est plutôt à chercher chez Aristote, donc philosophe de la Grèce antique. Nikos Aliaga, c'était même pas né, donc ça remonte, hein, ça remonte. Et Aristote disait, enfin, définissait le juste milieu comme un point d'équilibre entre deux extrêmes, mais entre deux extrêmes qui sont mouvants. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il va y avoir à chaque fois deux camps qui vont se dessiner, deux opinions dominantes, on va dire. Et le juste milieu, c'est l'idée de prendre de chaque côté et de voir où est le point d'équilibre, où on peut entendre chaque opinion, chaque idée, sans verser dans la subjectivité qui nous mettrait vraiment à l'extrême d'un raisonnement, quoi, ou à l'autre extrême. Et donc, c'est vraiment l'idée de bricoler autour de ça, et sur chaque sujet, de dire aux gens, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de vérité unanime et uniforme. Moi, dans le juste milieu, en prenant un peu de tout, voilà ce que je peux vous en dire. Après, vous vous débrouillez, et j'ai pas la prétention de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Je leur propose juste ce qu'on pourrait penser. Ouais, c'est ça, c'est effectivement de prendre de la hauteur par rapport au sujet, en même temps de dire, bah, c'est ce que tu dis aussi dans tes vidéos et régulièrement, hein, si j'en viens à vous dire ce que vous devez penser ou ce que vous devez faire, notamment sur le sujet de l'euthanasie, l'aide à mourir, de dire: «Mais je suis pas là pour vous donner mon avis, même si j'ai un avis sur la question, parce que sinon je finirais en gourou et là, il faudrait quitter ma chaîne, et c'est pas le but». C'est ça Ah, aussi clairement. que tu défends. Ah oui, oui, clairement. Oui, Et oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'éviter ce phénomène-là. Et après, je fais aussi, c'est ma passion de faire juste milieu. Et ce qui me guide véritablement, c'est que je sais aussi pour qui je le fais. La chance que j'ai avec le spectacle, c'est de pouvoir rencontrer les gens, comme je disais tout à l'heure, qui font la communauté juste milieu. Et du coup, je vois la diversité des profils qu'il y a. Il y a des gens, il y a des couches basses de la société, il y a des cadres, il y a de la fonction publique, il y a du privé, il y a des enseignants, il y a des gens qui bossent dans les hôpitaux. Mais il y a pour la majeure partie des gens, le trait d'union, c'est que ce sont des gens qui ont un métier rude, qui les occupe beaucoup. Et donc, moi, la chance que j'ai, c'est de faire ce travail de lire les journaux, de regarder l'actu et tout ça. Donc, j'ai pas envie de mentir à ces gens-là qui me font confiance. Et l'une des sources de médias qui regardent, et il y en a d'autres, hein, nos amis de médias alternatifs, il y en a d'autres évidemment, même des médias mainstream parfois, bah, il y a cette confiance de dire je vais aller voir juste mieux ce qu'il peut me dire sur tel ou tel sujet. Donc j'ai encore moins envie de biaiser les gens et de les orienter vers tel ou tel truc, parce qu'il y a cette confiance qui est placée dans le travail de juste milieu. Et donc après le spectacle, l'aspect humain fait que si je m'amuse à dire des conneries et prendre les gens pour des idiots, ça va vite me revenir dessus, parce que je m'engage physiquement en fait. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le spectacle, c'est d'avoir ce contact en permanence avec la réalité, pas me cacher derrière ma caméra pour dire n'importe quoi, et sans conséquence. Voilà, c'est l'inconséquence qui me fait peur, on va dire. Et ça me fait penser, à rebondir aussi sur, parce qu'après on va venir au sujet évidemment, mais sur ce que tu as dit aussi dans tes vidéos: «Arrêtez d'être complotiste, c'est chiant. Allez juste voir, les choses factuellement. Les médias mainstream nous disent les choses aussi, que ce soit la presse écrite ou la presse, évidemment, enfin, je sais pas comment on dit là, visuel, et de dire aussi voilà, arrêtez d'être complotiste, c'est chiant, vous avez les données, je vous propose et je vous mets et ça comme tu dis, c'est un travail hyper important parce que les gens sont, occupés et suroccupés pendant leur temps, hebdomadaire, je dirais quotidien. Donc toi, tu fais ce travail-là de mettre des liens, de donner les infos et allez vérifier, ne me croyez pas sur parole. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que souvent, on a des médias alternatifs aussi qui dérivent, hein, même pas que alternatifs, bien sûr, mais C'est un peu l'idée, c'est que de toute façon, on est toujours dans l'opinion. Un média objectif, ça n'existe pas. Dès qu'on parle d'un événement, on va le raconter d'une certaine manière. Demain, on se promène dans la rue tous les 2, on voit un accident de voiture, les policiers nous interrogent, on racontera pas la même chose. C'est pas qu'on veut mentir aux policiers, c'est que, toi, chère Lise, tu vas peut-être parler de la couleur de la bagnole de gauche, moi je vais plutôt parler de la vitesse de celle de droite. Enfin, on a toujours une manière de raconter les choses qui nous pousse à la subjectivité. Donc partant de ça, à partir du moment où je dis aux gens: «Moi, c'est que mon avis de citoyen comme vous en faites ce que vous voulez, j'essaie de travailler sérieusement pour vous donner des billes. Après, vous vous débrouillez, vous pensez ce que vous voulez». Mon idée, c'est d'aller plutôt chercher dans le registre du judo. Alors, moi, je suis plutôt Teddy Riette, si tu veux. On est plutôt dans cet esprit-là. Mais l'idée du judo, c'est d'utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec Juste Milieu en me disant, bah, moi, je ne regarde que les médias mainstream parce qu'ils ont dit que c'est eux qui avaient la vérité. Ce serait con de s'en priver. Je regarde que ce qu'ils nous disent. Et à partir de là,
qu'est-ce que ça fait émerger? Et donc, on en parlera tout à l'heure sur l'association de l'aide à mourir dans la dignité, qui est une association ouvertement franc-maçonne. Si j'étais complotiste, je le balancerais comme ça. Sauf que cette formulation vient d'un article du journal du dimanche du 15 avril 2024. Donc, je me cache derrière eux-mêmes, en fait. Ce qui, j'espère, me rend moins facilement attaquable, on va dire, dans la mesure où ça sort de leur confrérie à eux. Donc, si je suis complotiste, par ricochet, c'est qu'eux aussi. Et donc, c'est un peu l'idée, justement, de renverser la force des médias mainstream en disant, vous êtes la vérité, très bien, c'est ce qu'on va voir. Ouais, mais c'est parfait, hein, effectivement, c'est une bonne stratégie. Pour en venir au sujet, du coup, Rémi, comment tu t'es, enfin, moi, j'ai vu tes vidéos, hein, parce que tu en as fait plusieurs sur le sujet. Tu es passé aussi chez Idriss Aberkane, tu es passé avec Cécile Maïchak, qui est une amie aussi, sur ce sujet-là de l'euthanasie. Qu'est-ce qui t'a fait bondir? Parce que je vais lire peut-être, si tu veux, les points, parce que comme ça, peut-être que les personnes n'ont pas. On a mis le lien, je vous l'ai mis dans les commentaires aussi, pour que vous alliez voir ce projet de loi, fameux projet de loi de un droit à l'aide à mourir, qui est quand même à l'origine de la part, enfin, qui a été proposé par Olivier Falorni, et ça aussi, tu vas nous en parler, Rémi, de ce monsieur. Donc, c'est en fait un droit à l'aide à mourir qui consistera à autoriser et à accompagner un malade qui a demandé à recourir à un produit létal. Donc, le malade devra s'administrer lui-même le produit. Toutefois, s'il en est incapable physiquement, il pourra se le faire administrer par un médecin ou un infirmier. Donc, l'auto-administration est sous certaines règles. Le malade devra remplir certaines conditions, être majeur, être français ou résident étranger régulier et stable en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital. Et ça, tu avais souligné aussi ça dans tes vidéos. C'est quoi le pronostic vital? Quelle est la phase avancée ou terminale, hein? Comment on définit ça? Quel est le stade avancé ou la phase terminale d'une maladie? Ensuite, donc il y a la phase avancée, voilà, il y a un petit truc aussi sur cette loi-là, qui est caractérisée par l'entrée dans un processus. Enfin, je vous encourage vraiment à aller sur le lien parce que je vais pas tout lire, ça va être un peu long. La 4e condition, c'est présenter une souffrance physique ou psychologique constante, réfractaire au traitement, entre parenthèses qu'on ne peut pas soulager ou insupportable. La 5e condition, c'est être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Et toi, ce que tu dénonces, on va revenir après sur le monsieur Falorni en question, mais ce que tu dénonces aussi, c'est finalement les dérives potentielles de ce projet de loi et la marchandisation aussi, parce que c'est un marché, le marché de la mort et de l'euthanasie évidemment, notamment en plus dans cette société hyper mortifère. Comment tu t'es... Qu'est-ce qui t'a fait te lever en fait face à ça? Qu'est-ce qui a fait chez toi voilà, bondir certains trucs, Bah, réagir? disons que effectivement, ça me permet de clarifier mes conflits d'intérêts. On va dire, je n'ai jamais vécu de près ou de loin de situation liée à l'euthanasie ou de proches en fin de vie qui étaient dans des situations médicales qui auraient pu nécessiter ce genre de choses. Donc c'est vraiment une pure réaction de citoyen, sur laquelle j'ai voulu profiter de l'audience que j'ai grâce à Juste Milieu et grâce à tous les gens qui nous suivent pour alerter sur ce sujet-là. Mais c'est en continuité directe avec le Covid. En fait, j'ai pas pris l'euthanasie en tant que telle. C'est-à-dire que c'est en continuité avec l'épisode du Rivotril. Pendant qu'au tout début de la crise du Covid-19, on avait nos anciens dans les EHPAD, où la ligne sanitaire du gouvernement, c'était il faut économiser les lits, on ne pourra pas soigner tout le monde. Il y a eu autorisation d'utilisation d'un traitement définitif sur nos anciens. Donc aujourd'hui, c'est acté. Olivier Véran se bat avec ses petits bras pour dire que non. C'est acté, c'est renseigné. Il y a des personnes tout à fait sérieuses qui ont travaillé là-dessus. On est au courant. Donc, à ce moment-là, et avec ce qui a suivi dans le Covid, où on faisait entrer le langage de la Startup Nation dans la gestion de la santé. C'est-à-dire qu'on ne comptait plus les malades, on ne regardait plus les malades en tant que malades et comment on allait pouvoir les soigner, on comptait les lits. Il y a des lits, il n'y a pas assez de lits, il y a des unités médicales. On commençait à avoir des termes du monde de l'entreprise, du monde du marketing, qui est entré dans la gestion de la santé. Et pour moi, ça a été l'un des derniers clous, si j'ose dire, dans le cercueil, métaphore pas ouf, mais dans le cercueil de la situation, parce que le Covid nous a définitivement définitivement fait entrer le monde de la santé dans celui du management, dans celui des cabinets de conseil. La santé est devenue, c'est du McKinsey, c'est du langage McKinsey. Et donc, pour moi, l'euthanasie, en fait, j'ai vu la même dérive prendre un autre visage.
parce que c'était les mêmes arguments, c'était la même chose, le même langage technocratique où on manipule des valeurs sans se poser les questions de ce que ça veut dire quand on parle de mourir dans la dignité. Il y a des philosophes qui ont passé leur vie à essayer de définir la dignité. Et nous, on a Gabriel Attal, des gens comme ça, quoi, du profil McKinsey, technocrate à la Macron, qui déboulent et qui vous disent non, mais c'est une question de fraternité, de dignité. On mobilise des termes où personne ne sait ce que ça veut dire en vérité, mais la formule claque. Donc j'ai voulu me mobiliser parce que pour moi, c'est en continuité directe du combat que j'avais modestement mené durant le Covid-19, en disant voilà, il faut alerter les gens sur ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où la santé entre dans le monde de la marchandisation, tout est bon, tout est bon. Et on utilise les valeurs pour vendre la mort d'une certaine manière, comme on vendrait une paire de chaussures. Aujourd'hui, Nike vous dit c'est le dépassement de soi, on mobilise des belles valeurs, on vous vend l'euthanasie, enfin l'aide à mourir de la même manière. Donc pour moi, il y avait une continuité, je voulais être cohérent. Avec le Covid, paradoxalement, grâce au Covid, il y a beaucoup d'abonnés qui ont rejoint Juste Milieu, qui ont découvert mon travail, et je ne voulais pas me contenter de dire je vous ai alerté avec le Covid, j'ai pris mes abonnés, maintenant le combat s'arrête, quoi. Et pour moi, l'euthanasie sans limite, c'est la continuité du combat. Donc voilà pourquoi je me suis engagé là-dessus. Et en vérité, plus j'ai creusé et plus j'ai appris et plus j'ai découvert des choses. Je n'avais pas de connaissances poussées en amont véritablement sur ce que j'ai révélé petit à petit. Et donc voilà, et à rappeler enfin que ça a commencé en 2024, parce que les débats autour de l'aide à mourir sont arrivés à l'Assemblée nationale en juin 2024 et ça s'est arrêté avec la dissolution de 2024 au soir des élections européennes, et enfin du résultat des européennes, et Macron, la fameuse dissolution, législative anticipée. Et dès qu'il y a dissolution, les sujets étudiés à l'Assemblée nationale repartent à zéro. C'est pour ça que c'est revenu en 2025 et qu'ils sont revenus avec les mêmes bêtises et les mêmes paramètres dont on va parler et qui sont hautement problématiques. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il y avait aussi ce constat pendant le Covid que les médecins étaient interdits aussi de soigner, de prescrire des traitements pour aider les gens, en tout cas, à être en santé. Et il y avait aussi ça, hein, ça me fait, quand tu parlais du Rivotril, il y avait aussi cette interdiction des médecins de soigner qui est là, et on va le voir dans cette loi aussi. Et ce que tu dénonces, c'est qu'il y aura, alors je me rappelle plus le terme, il vient de m'échapper. En fait, un médecin ne pourra pas, par exemple, un médecin de famille, et tu le dis très justement dans une de tes vidéos, si un médecin de famille qui connaît la famille depuis les enfants et après les parents, etc., ne pourra pas dire ah ben non, bah, quelqu'un qui a envie de mourir ou qui en a marre ou qui est juste en dépression, de dire bah non, bah, peut-être que tu devrais réfléchir, on va boire un coup ensemble, c'est ce que tu dis dans ta vidéo, et puis on va réfléchir à ça et éventuellement tu peux choisir de faire différemment. Ça aussi, c'est prévu dans ce texte de loi. Il est prévu que ce sera une peine d'emprisonnement, une amende aussi, si on s'oppose à ça. Moi, la question qui me vient, mais on va en parler après parce que là, on saute un peu des étapes. Il y a plusieurs choses. Déjà, qui est ce Olivier Falorni, qui est, parce que tu as fait le lien aussi avec la franc-maçonnerie, et ça, j'aimerais bien qu'on l'aborde, qui a proposé cette loi-là, ce projet de Alors, loi. effectivement, la petite précision juste avant, parce que c'est vrai que dans la mise en contexte, c'est important. Je veux vraiment préciser aux gens qui nous regardent que je ne lutte pas contre l'euthanasie en tant que telle. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est une question intime qui regarde chacun d'entre nous et chaque avis est légitime. Je me lève plutôt contre ce qu'ils veulent en faire en instrumentalisant l'idée d'euthanasie. Parce qu'on va beaucoup plus loin. On parlera de certaines mesures qui vont beaucoup plus loin et qui démontrent que ce projet de loi intègre des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'euthanasie en tant que telle. Donc j'insiste là-dessus, ce sont vraiment deux choses différentes. Mais c'est la stratégie du cheval de Troie, hein. On se rappelle pendant le Covid, quand le gouvernement mettait des mesures sanitaires et quand on lisait les articles de loi, il y avait des choses qui n'avaient rien à voir sur des mesures de surveillance ou d'accès aux données de santé, des choses comme ça. Donc on sait qu'on est habitué à leurs chevaux de Troie, donc c'est la même chose, hein. Je tiens vraiment à clarifier ça. Alors Olivier Falorni, c'est le rapporteur général du projet de loi. Dans tout projet de loi important, vous avez un rapporteur général, c'est un peu le délégué de la classe. Le rôle, c'est il pilote le projet de loi, il gère les débats en commission puis à l'Assemblée nationale, c'est celui qui fait le relais avec les intervenants externes. Dans les projets de loi, les parlementaires ont souvent recours à des spécialistes X ou Y.
parfois des cabinets de conseil notamment, mais parfois des associatifs, des militants, des experts, des scientifiques ou je ne sais quoi. Et il y a tout un comité qui se crée, et le rapporteur général, c'est celui qui fait le relais entre tous ces gens-là. Et donc, pour le projet de loi d'aide à mourir, c'est un certain Olivier Falorni, plutôt peu connu jusqu'à présent, militant de la première heure pour l'euthanasie. Depuis plus de 10 ans, par contre, il est connu là-dessus. Et ce qui m'a un petit peu posé problème, c'est que en parallèle, et au départ, je n'avais pas fait le lien, on retrouve derrière ce projet de loi une association qui s'appelle l'ADMD, qui est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est un lobby pro-euthanasie, hein, très clairement, qui se cache derrière tous les sondages que vous avez vus vantant les 74% de Français sont pour l'euthanasie, machin, machin. Tous ces sondages sont commandés par la DMD à l'IFOP. Pour vous le dire, sur les 5 dernières années, tous ces sondages sont commandés par la DMD, à l'exception d'un seul qui est sorti par une plateforme de sondage qui s'appelle Cluster 17. Tous les autres, dès que vous voyez IFOP, sondage IFOP sur la question de l'euthanasie, c'est commandé par la DMD. Et la DMD a été présentée, on le disait tout à l'heure, par le Journal du Dimanche, dans un article du 15 avril 2024, comme, je cite, une association historiquement liée à la franc-maçonnerie. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soyez pas complotistes, c'est fatigant, c'est le Journal du Dimanche qui nous dit ça. Et moi, j'ai creusé un petit peu la chose et je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce que c'est que cette association? Ok, ils sont francs-maçons, effectivement, c'est assez clair, c'est assez assumé. On peut rappeler d'ailleurs que le grand patron de la Grande Loge de France est quelqu'un qui, là encore en 2024, militait pour l'ouverture de l'euthanasie aux mineurs, par exemple. Donc on sait que c'est un combat de la franc-maçonnerie de longue date. Et donc sur le site de la DMD, je me suis promené et ils ont une page, hein, tout le monde pourra vérifier évidemment, hein. Il y a une page qui s'appelle Comité d'honneur, où on voit les membres, des membres du comité d'honneur de l'association. Alors, il y a des choses plus ou moins surprenantes. Je crois qu'il y a des gens comme Hugo Frey, par exemple, il y a des vedettes, des trucs comme ça, qui sont au comité des membres d'honneur de la DMD. Et à un moment donné, je suis tombé sur le nom d'Olivier Falorni. Et là, ça change un petit peu la problématique. C'est qu'on se rend compte que ça ne confirme pas le fait que lui-même soit franc-maçon, il faut être prudent, mais ça confirme qu'il a des liens clairs avec ce qui est un lobby, déguisé sous le nom association. Mais quand vous payez des sondages pour encourager une cause, ça s'appelle un lobby. Qu'on le veuille ou non, une association de pétanque, elle paye pas des sondages pour dire la pétanque, c'est génial. Déjà parce qu'elle n'a pas les sous. Un club sportif ou je ne sais quoi. Donc le mot association est trompeur. C'est un véritable lobby en l'occurrence. Et Olivier Falorni figure au comité d'honneur de cette association. Donc à partir de là, ça pose un problème à ciel ouvert, qui est un problème formel, on va dire. Sur les présentations du débat, il y a eu un manque de sincérité claire, où vous avez le rapporteur général, qui est proche d'une association, enfin d'un lobby pro-euthanasie, lui-même lié à la franc-maçonnerie. Normalement, ça devrait alerter. Ouais, normalement, ça devrait alerter, effectivement. Ouais. Dans un monde normal, dans le bon sens, ça devrait alerter. Et cet Olivier Falorni donc, a proposé ce projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale, qui a été voté, si je ne dis pas de bêtises, le 27 mai. Alors, encore une fois, il n'a pas été complètement adopté puisqu'il doit passer au Sénat et la navette parlementaire, et après, du Sénat, doit revenir à l'Assemblée nationale. Pour autant, on peut s'en inquiéter et tu le disais à juste titre, mais tu as déjà fait la première vidéo, je crois que c'était il y a au moins 1 mois que tu as faite là-dessus. Il faut se mobiliser justement et on va partager aussi, tu as créé une pétition pour pouvoir se mobiliser là-dessus. Pourquoi il faut se mobiliser et quels sont selon toi les points justement importants et préoccupants? Bah, pour moi, le plus important et le plus préoccupant, et je le redis, c'est pas l'euthanasie en tant que telle. Chacun aura son opinion. Je sais que, par exemple, la grande majorité des croyants, quelle que soit la religion, sont plutôt opposés à ça. Donc, j'entends les avis de tout le monde. Et mon sujet, c'est vraiment pas celui-là. C'est de bien comprendre que ce texte est un cheval de Troie qui a d'autres visées. Je cite, par exemple, le médecin Jean-Luc Touraine, ancien sénateur de la ancien sénateur de la Macronie, médecin, franc-maçon notoire, et qui a déclaré dans une séquence qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, il explique que ce projet de loi est un pied dans la porte et que l'objectif est notamment l'ouverture de l'euthanasie aux mineurs. Pour moi, les points d'alerte, ils sont là. Ils sont sur ce que ces gens-là ont véritablement dans la tête. Là, on instrumentalise l'euthanasie. Et factuellement,
qui peut être vraiment contre? Il y a le motif religieux que j'entends, mais vous savez, aujourd'hui, on est dans la République française, donc les religions, c'est pas bien. Par contre, la franc-maçonnerie, c'est très bien, hein, ce qui est un culte en soi. Les religions, c'est pas bien. La franc-maçonnerie, des types en toge qui prient des chouettes en or, ça, c'est super. Ça, c'est laïque, c'est impeccable. Bon, c'est pas le débat. Mais tout ça pour dire que si on avait un imam ou un prêtre ou un rabbin, je ne sais quoi, qui soutenait ce projet de loi à l'Assemblée nationale, on a des médias qui hurleraient à la séparation de l'Église et de l'État. Donc avec la franc-maçonnerie, tout va bien. Et donc ces gens-là ont autre chose en tête. Il y a une instrumentalisation de la cause de l'euthanasie qui est difficilement discutable. On va caricaturer les débats, comme pour le mariage pour tous, par exemple, où on disait ceux qui sont contre, c'est nécessairement des cathos décérébrés d'extrême droite. Au moins, c'est facile, vous vous embarrassez pas avec ça. Ils vont nous refaire la même chose. Olivier Falorni l'a fait d'ailleurs, hein, concernant les positions de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui s'est opposé à ce projet de loi, qui dans un premier temps a conditionné sa démission au fait que ce soit voté. Évidemment, il a fait ce qu'on appelle dans le monde du rugby caca culotte, et il a fait marche arrière. Mais Falorni avait dit oui, mais de toute façon, Bruno Retailleau, c'est bien compréhensible. Vous savez, il était contre le mariage pour tous, donc vous voyez, c'est un peu l'extrême droite catho-conservatrice. Faites passer le chariot. Donc, moi, ce qui m'inquiète le plus, pour être sérieux, c'est véritablement les extensions non assumées pour l'instant. C'est l'ouverture aux mineurs, en premier lieu, parce que on sait déjà que notre société française n'est déjà pas capable de dire non à un mineur de 15 ans qui veut changer de sexe. Mieux, on en fait la promotion. Nos sociétés ne sont déjà pas capables de dire non à ça, de dire attends d'être mineur, après tu fais ce que tu veux. Non seulement on en fait la promotion, et en plus on engage des traitements, parfois de boucherie, sur des mineurs. Au moment où chacun construit son identité, on dit à des jeunes c'est bon, allez-y, roue libre, changez de sexe. Donc demain, si on a quelqu'un de 16 ans qui traverse ce qu'on a tous traversé, à l'adolescence, les premières amours, le questionnement sur l'identité, et que ce jeune dit bah non, mais en fait, moi je veux en finir, c'est plié, notre société ne sera pas capable de lui dire non. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que dans la continuité de ce qu'on a eu avec le Covid, ce projet de loi intègre une criminalisation de ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire d'alerter. Il y a dans l'article 17 du projet de loi, ils ont prévu un délit d'entrave. C'est-à-dire que, et ça n'est pas défini, hein, on ne parle pas que du corps médical ou des proches ou de je ne sais qui. Tout est très flou. Avec ce projet de loi, s'il passe, vous n'aurez pas le droit de dire à un proche ce que tu disais tout à l'heure: «Attends, pose-toi, OK, ta femme t'a quitté, ton mari t'a quitté, tu as perdu ton boulot, j'en sais rien, les tracas de la vie. Pose-toi, OK, tu veux en finir, tu traverses une mauvaise passe. Viens, on va boire un coup, on va au cinoche, on fait des trucs qu'on aime bien. Laisse-toi un peu de temps, laisse-toi le temps de réfléchir». Bon, bah, le projet de loi prévoit un délit d'entrave. Vous n'aurez pas le droit de détourner quelqu'un qui souhaite avoir recours à l'euthanasie. Mais c'est tout le problème de l'aspect flou de ce projet de loi. C'est qu'on a beaucoup parlé de maladies incurables et compagnie. Mais quand vous savez que des gens qui militent pour ce texte de loi vous disent: «Mais nous, l'objectif, c'est un pied dans la porte et on veut autre chose», vous savez très bien que les critères qui sont définis aujourd'hui vont évoluer. C'est le problème des projets de loi sociétaux, c'est que, il y a toujours quelque chose à conquérir. Dans un autre registre, et là encore, c'est pas un jugement moral, c'est ni bien ni mal et chacun pense ce qu'il veut. Mais le mariage pour tous, la continuité, c'était l'adoption par les couples homosexuels, et ainsi de suite et ainsi de suite. Les combats sociaux marchent comme ça. Il y a toujours un autre droit à conquérir, et c'est très bien la plupart du temps. Sur l'euthanasie, pour le coup, j'avais envie de me positionner et dire non, c'est pas bien, parce que les errances, on les connaît déjà, et on sait très bien que demain, ce sera quelqu'un qui n'a pas de maladie incurable, qui n'a aucune raison de santé de faire ça, il le demandera, et dans nos sociétés néolibérales où seul compte le désir de l'individu, on lui dira oui, parce qu'en plus il va payer, donc en plus ça ramènera du pognon. Il y a ça, tout à fait, et je te remercie pour toutes ces précisions parce que c'est super bien expliqué. Il y a aussi l'aspect économique. Voilà, et là, tu vois, en plus, voilà. Merci Eric de montrer, effectivement, le lien, vers la pétition, et d'ailleurs, j'ai été surprise parce que moi, j'ai signé dès que j'ai entendu ta vidéo, évidemment. J'ai été surprise du peu de personnes qui ont signé cette pétition, et je vous encourage vraiment à en plus, Rémi vous a fait un travail avec des liens et à vous expliquer, à vous détailler, tout effectivement, concernant, ce projet de loi, avec tout ce qu'il peut,
caché, hein, parce que c'est ça, c'est toujours sous de bons mots, sous de bons prétextes, sous des bons projets. Vous êtes, comme tu dis, hein, tu disais, anti-projet, comment ils disent, extrême droite. Vous n'êtes pas, mince, je trouve plus le mot, Conservateur ou progressiste, progressiste, voilà, oui. exactement. C'est le progrès. Mais il y a aussi cet aspect économique. Tu vois, là, je lis, merci beaucoup, Eric. Encore une fois, c'est le point, donc c'est mainstream, hein. L'euthanasie permettrait d'économiser 1,4 milliard d'euros par an. Ça tombe très bien dans cette ère et dans cette phase où on manque a priori d'argent et il faudrait taper les retraites, etc. Et ça, c'est ce que tu dénonces aussi, c'est cet aspect, la société néolibérale et cet aspect économique. Et finalement, les personnes ne sont plus des personnes, mais des pions, des jetons, des sous, finalement, qu'il faudrait économiser. Moi, ça m'a rappelé, tu vois, quand j'ai entendu ta vidéo, quand j'ai beaucoup étudié, parce que ça m'a beaucoup fasciné dans la folie, la période de 39-45. Et je me rappelle avoir étudié des problématiques comme sous le règne de nos chers nazis, un handicapé coûte tant à la société, c'était des problèmes mathématiques, hein. Donc combien on économiserait si cette personne handicapée était éliminée, etc., etc. Et ça m'a rappelé exactement ça. Aujourd'hui, finalement, une personne handicapée, une personne qui a même une petite difficulté, parce qu'on le sait, on n'affronte pas la maladie ou un accident de vie de la même manière. Il y a des personnes qui se sentent vite aussi dépassées, ou même moi qui suis maman, un enfant, effectivement, comme tu le disais, en période d'adolescence, période un peu trouble par laquelle on est tous passés, te dirait, finalement, je vois pas trop de sens à ma vie, ce qui est le cas de beaucoup d'adolescents, et ça aussi on pourrait en parler, hein, actuellement, notamment après le Covid. On va proposer la solution qui coûte moins cher et qui en même temps rapporte quand même de l'argent, de dire, si tu veux, on peut te proposer ça. Ce qui est inquiétant aussi, si on se rappelle la période du Covid, c'est que pour notamment l'injection expérimentale, on disait aux parents, il suffit du consentement d'un seul parent, qu'il soit marié ou séparé. Donc là, ce serait en fait encore cette problématique-là qui reviendrait de se dire, ton adolescent, l'État, encore une fois, se mêle de quelque chose qui est personnel, comme tu disais. Le but, il n'est pas d'être pro ou contre l'euthanasie ici. C'est de réfléchir au niveau sociétal et au niveau, effectivement, projet de société. Qu'est-ce qui peut se passer? À quoi ça pourrait aboutir aussi? Complètement. Et c'est vrai que le parallèle avec le Covid, il est juste. Et c'est là où, pour reprendre ce que tu disais, moi, j'ai été étonné. Alors, pas tant du nombre de signatures de la pétition, parce que la pétition, le but, c'était pas en soi la pétition seule. Pour moi, c'était juste un moyen de crédibiliser la démarche. Le plus important, c'est que je voulais que la page circule, que l'information aille vers les gens. C'est un peu l'idée dans les médias alternatifs de faire ce travail de lanceur d'alerte, modestement, évidemment. Mais moi aussi, je dois t'avouer que ça m'a étonné de voir finalement peu de relais. Alors dans les médias mainstream, sans surprise, mais même dans les médias alternatifs, il faut qu'on fasse notre autocritique. Il y a eu très peu de relais. Et franchement, ça m'a embêté. Franchement, ça m'a embêté. Ceci dit, ce qui m'a doublement embêté, c'est par rapport à ça. C'est la continuité avec le Covid. C'est trop facile d'avoir joué au Jean Moulin pendant le Covid et de baisser les bras ou d'abandonner le combat en disant, bon, maintenant, de toute façon, on peut parler de la bite à Brigitte, on fait des millions de vues et tout va bien. À un moment donné, il faut s'y filer, comme on dit dans le Sud-Ouest, il faut quand même aller le chercher et continuer ce combat-là en cohérence, en étant cohérent. Et même si le sujet, au départ, il fait pas beaucoup de vues. Sur l'euthanasie, je l'ai vécu. Et à la limite, je vais pas m'en plaindre, mais je fais une vidéo sur l'euthanasie où j'essaie de développer tout ça pendant 45 minutes. Ça fait 80 000 vues en 3 semaines, ce qui est déjà extraordinaire. Déjà, c'est très, très bien. Et 2 semaines après, je fais une vidéo sur la gifle de Brigitte, là. Je fais 120 000 vues en une semaine. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que dans nos sphères à nous, on soit absorbé par du divertissement en vérité. Là où quand on raconte que demain, on pourra permettre à nos jeunes, à nos anciens, à nos proches d'en finir pour une simple question d'abord monétaire et idéologique, ça fait moins de vues que la gifle de Brigitte. Donc c'est vrai que je me suis un peu arraché les cheveux là-dessus. Mais pour revenir sur le parallèle que tu faisais avec le Covid, c'est pour ça que pour moi qu'il y a une véritable continuité, c'est que le Covid a définitivement fait entrer non seulement la mainmise de l'État sur la santé des citoyens, et aussi on a accepté l'idée que l'idée de santé n'était plus liée à l'idée de bien-être. Et que si le gouvernement voulait notre santé, mécaniquement, il voulait notre bien-être, ce qui est plutôt positif. Avec le Covid, on nous disait, non, non, mais confinez-vous, vaccinez-vous, mettez les masques, je ne sais pas quoi, dans le but qu'on réouvre le plus vite possible la société.
Et donc, on réouvre la productivité, l'échange des marchandises, l'échange des biens. Donc, c'était plus soignez-vous parce que c'est sympa si vous êtes en forme. C'est soignez-vous parce qu'il faut réouvrir les restos, les entreprises, les machins, les bidules. Vaccinez-vous pour les autres. Parce que les autres, ils ont peut-être envie d'être productifs. Vous, vous êtes peut-être un affreux fainéant, mais la société, elle doit rouler, quoi. Donc, ils ont définitivement ancré cette chose-là. Et avec l'euthanasie sans limite, je trouve qu'on est dans la même dynamique. C'est-à-dire, on explique aux gens ce que tu disais, hein, vous êtes des unités dans des tableaux Excel. Bon, celui qui est dépressif, déjà, il coûte de l'argent parce qu'il a un traitement. On sait très bien qu'on va pas en faire, un marathonien du travail. On va pas en faire un Stakhanovich, c'est pas lui qui va nous ramener beaucoup de choses. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Soit on soigne ce mec pendant très longtemps, en sachant qu'il s'en sortira peut-être pas, soit, bah, faites passer le chariot et on met le générique de fin un peu plus tôt que prévu. Je sais que c'est cynique et j'essaie de mettre un peu de légèreté dans un sujet qui ne l'est pas du tout. Mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui mettent en place ce genre de loi réfléchissent comme ça. Vous êtes des unités qui coûtent, des unités qui rapportent. Une unité qui rapporte pas assez, elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Donc on va faciliter l'accès à la fin du film. On va faciliter l'accès à l'euthanasie, ce qui va créer en plus un business. On rappelle que les mutuelles ont lourdement pesé à l'Assemblée nationale pour être intégrées dans les débats et pouvoir, eux, en tirer leur épingle du jeu, parce qu'il y a eu un amendement qui voulait que l'euthanasie, enfin les protocoles d'euthanasie soient gérés par des instances publiques. Et l'amendement n'a pas été voté, curieusement. Donc le privé reste dans la boucle. Donc on voit qu'il y a des intérêts financiers. Qui plus est, à un moment où notre gouvernement cherche 40 milliards d'euros d'économie, ça tombe bien, quoi. Ça tombe quand même super bien. Donc voilà, tout ça cumulé, c'est ce qui me fait peur. Et pour moi, c'est juste l'épisode 2 du Covid. Si on s'est alerté par rapport au Covid, si ce qui s'est passé nous a fait peur, je pense que ce serait une erreur de ne pas se lever contre ce qu'ils veulent faire avec l'euthanasie. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais je suis complètement d'accord et je te remercie aussi. Et il y a aussi, tu parlais de l'État qui se mêle de la santé. Moi, ce qui me fait flipper aussi, c'est l'État qui rentre dans nos vies personnelles. C'est-à-dire ils se sont vraiment immiscés pendant le Covid dans notre, je sais pas si tu te rappelles, hein, certainement. Papy, mamie peuvent manger dans la cuisine la bûche à Noël. Les enfants, ils sont pas obligés de manger avec vous à table. Enfin, on est rentré dans des dingueries. Vraiment, encore une fois, intime et personnel. Et tu faisais le lien aussi, tu l'as fait chez Idriss Aberkan, avec le programme d'éducation à la sexualité chez les enfants aussi. Avec ce truc, et tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, finalement, tu peux être mineur, pas forcément en parler à tes parents, choisir toi-même de changer de sexe et de commencer à prendre des hormones avec des choses qui vont rapporter encore une fois à Big Pharma parce que un enfant sous hormones, ben, c'est une personne qui sera à vie sous hormones et puis après les opérations, comme tu disais, on a déjà fait des émissions avec les docteurs Delépine notamment sur le sujet. Et il y a ça aussi, ce truc-là d'aller dans la sphère privée, tu vois, moi en tant que, encore une fois, maman, je me dis, qu'est-ce qui tient encore dans mon rôle et dans mon autorité parentale si l'État en permanence se mêle de ma vie. Là, on te dit mange ça, ne mange pas ça, fais du sport, bois si, tu vois, tout le temps, en permanence, ne conduis pas trop vite. Enfin, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, on le vit. En permanence, on est emprisonné dans des trucs de yaka faucon et c'est l'État qui va te dire voilà, ce qu'il faut que tu fasses ou pas. Et c'est vraiment, vraiment, moi, je pense que c'est ce que tu disais et qui est hyper important de se mobiliser là-dessus parce que si on ne se mobilise pas là-dessus, non seulement on n'est pas cohérent avec tout ce qu'on a dénoncé depuis le Covid, mais en plus, là, c'est notre perte, clairement. C'est la perte de l'humanité aussi, enfin, selon moi. Mais en fait, c'est la définition même de l'aliénation. Pour faire un peu de marxisme facile, mais l'aliénation, c'est d'enlever quelque chose à quelqu'un. Aliéner, c'est dans le dictionnaire, hein, c'est ça. Jusqu'à présent, la lecture marxiste, c'était le capital va aliéner la force de travail de l'individu. C'est-à-dire, on lui prend sa force de travail, on lui prend sa productivité, et en échange, on lui verse une somme d'argent qui, en général, n'a rien à voir avec ce que la productivité a ramené. On a avancé petit à petit. On a commencé à nous aliéner, par exemple, nos façons de penser. C'est-à-dire que il y avait des pensées qui étaient criminalisées. Ça pouvait être, je sais pas,
les opinions, par exemple, d'extrême droite ou d'extrême gauche. On a commencé à dire: «Bah non, ça, c'est pas trop bien. C'est mieux de penser comme ça». C'est sur le vaccin, les gens qui sont pas trop pour: «Ouais, mais en fait, c'est pas bien». Donc on a criminalisé des pensées. On a aliéné la pensée. Elle devenait encadrée. Et avec le Covid, on nous a même aliéné notre santé. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné, votre santé à vous en tant qu'individu, on en a absolument rien à foutre, vraiment. C'est juste par rapport à la société. Par rapport à la marche de la société, vous n'avez pas le droit d'être un pion qui puisse empiéter sur la marche normale de la société qui a pour but premier d'être productive. Donc on voyait bien que c'était plus ce qu'on disait tout à l'heure, c'était plus un souci de santé individuelle. Et là, avec l'euthanasie sans limite, mais aussi avec des questions liées par exemple à la GPA, et là encore je le redis sans visée morale, c'est mon point de vue et chacun en pensera ce qu'il veut. La GPA, on nous a d'une certaine manière aliéné la question de la procréation. C'est-à-dire que au fond, maintenant il y a des solutions techniques. On peut faire autrement. Donc un homme, une femme qui font un enfant, c'est quasiment réactionnaire. Parce qu'en vérité, tu as 100 000 balles, comme, Marc-Olivier Fogiel qui était tout content de nous raconter ça. Tu as 100 000 balles, tu vas, avoir recours à une GPA aux États-Unis. Pourquoi tu t'embêterais à considérer un schéma archaïque d'un homme, une femme qui font l'amour et 9 mois après, il y a un enfant? Donc même ça, on l'a aliéné. Aliéné au sens aliéné, c'est qu'on soit bien d'accord, c'est pas que prendre, c'est proposer une alternative. Donc ouvrir la voie Ouais, à ne pas utiliser la seule option que nous avions jusqu'à présent. Et sur l'euthanasie sans limite, c'est la même chose. C'est-à-dire la mort naturelle, bon, bah, c'est la mort naturelle et parfois dans d'atroces souffrances, parfois avec des maladies terribles. Et effectivement, c'est le rôle de nos sociétés d'accompagner ceux qui vivent ce genre de situation. Mais là, on a proposé une alternative. Donc on ouvre une porte qui ne l'était pas jusqu'à présent. Comme si vous courez dans un couloir, on a tous fait ce cauchemar, on court dans un couloir, on a envie de trouver la porte de sortie, bon bah là on en met 2. Et du coup dans le cauchemar, tu te dis: «Mais attends, c'est laquelle la bonne?» Quand tu en as qu'une, tu dis: «Bon bah je vais tout droit puis on verra bien». Quand tu en as 2, se crée la question de: «Mais attends, c'est laquelle la bonne?» Et l'euthanasie sans limite, c'est exactement la même chose. Ils ouvrent une porte dont en plus ils font la promotion en disant: «Si vous faites ça, c'est bien, c'est le progrès, c'est la dignité, vous êtes digne». c'est C'est-à-dire qu'il y a des incroyable. morts Les mots indignes. sont importants aussi, effectivement. La dignité, ouais, tout à fait. Tu as des morts indignes. Alors on sait pas ce qui fait la différence, mais l'euthanasie, bon, bah, voilà, c'est digne, tu vas mourir dignement. Alors que tu aurais pu crever comme une merde à te mettre une balle à la Kurt Cobain, tu vois? Non, non, là, c'est un truc, on te fait un truc McKinsey. C'est propre, il y a peut-être un verre de champagne avant, ça va être sympa, hein, vraiment, ça va être sympa. Donc c'est de l'aliénation. C'est-à-dire que même notre propre mort aujourd'hui est soumise aux lois du marché, est soumise au commandement du gouvernement qui estime qu'il y a des morts dignes, des morts indignes, des morts auxquelles on ne peut pas s'opposer et qui confisque cette réflexion aux gens. Parce que on revient toujours à quelque chose d'un petit peu terre à terre, mais cruellement réaliste. Si c'était une telle volonté du peuple, il y aurait des centaines de suicides dans les rues chaque jour. Il faut quand même le rappeler. S'il y Oui, avait mais c'est ça, tant de gens, voilà, tout à s'il y avait fait. tant de gens qui voulaient mourir comme ça, il y aurait énormément de suicides. Ou à minima, ils auraient fait un référendum. S'ils étaient si sûrs, référendum, 80% de oui et on n'en parle plus. Bizarrement, il y a pas. Bizarrement, il y a pas. Ouais, et c'est très juste. Je te remercie encore une fois, Rémi, hein, pour toutes ces précisions encore et pour tout ce que tu nous partages. Tu as fait aussi, tu as parlé d'autres pays qui avaient justement, qui avaient, déjà, légiféré là-dessus et qui avaient, entré, parce qu'après c'est tout ce qui est entré aussi dans la constitution. Tu parles d'autres pays, j'ai plus en tête, je crois qu'il y a la Belgique, Suisse et heu, Pays-Bas, ouais. Suisse et Pays-Bas. Voilà, j'avais un doute sur Pays-Bas est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus justement sur les dérives après et le coup de pied dans la porte justement, jusqu'où ça là, on en est où, actuellement dans ces pays? Bah, pour le coup, ce sont des pays qui ont fait ça bien avant vous, bien avant nous. La Belgique, c'est, par exemple 2010, la Suisse, c'est encore avant. Il y a eu un encadrement, plutôt, cohérent. Il y a toujours un risque de dérive. Il y a aucun projet de loi qui est parfait, surtout, des lois comme celle-là qui sont soumises à la morale. Parce qu'il y aura toujours des gens qui trouveront ça bien, pas bien, injuste par rapport à la religion ou je ne sais quoi. Donc il y a toujours des dérives. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que la France était l'un des pays, heu, en retard, on va dire, par rapport à ces pays-là. Avec ce projet de loi, on va avoir un coup d'avance. C'est-à-dire on va faire des choses qu'aucun pays au monde n'a déjà fait. Je dis bien au monde, hein, parce qu'à l'étranger, on peut penser au Canada, par exemple, qui est aussi en avance sur ces questions-là.
Mais nous, on va faire un saut en avant énorme, en sachant que les dérives sont en train, petit à petit, de se passer dans les autres pays. Je pense aux Pays-Bas, par exemple, on a je crois que c'est une députée socialiste, sauf erreur, radicale socialiste même, qui a proposé un amendement au texte de loi en vigueur aux Pays-Bas concernant l'euthanasie, pour ouvrir l'euthanasie aux personnes âgées de plus de 70 ans, sans maladie, sans rien, hein, au motif de vie accomplie. Ah oui, oui, c'est ça. Vie accomplie. Ouais, ouais, tu en avais parlé Donc, aussi. Ouais. on est là, on est dans ce genre de dérive, en fait, que nos amis d'autres pays qui ont déjà légiféré là-dessus, ils nous montrent la voie de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, bah, nous, on y va plein badin. On y va à 130 à la bagnole. Le Canada, c'est pareil. Enfin, dans Les Pays-Bas. l'État de. Oui, oui, non, c'est l'Ontario. C'est dans Ah, pardon. l'Ontario. En Ontario, pardon, on sait aussi que l'ouverture de l'euthanasie a créé une incitation, que les demandes ont été multipliées par 10 en 10 ans. Donc on voit en fait, on a des retours statistiques qui nous montrent ce qu'il ne faudrait pas faire. Eh ben on y va à fond, on y va à fond. Pareil sur le recours à l'euthanasie pour des motifs économiques, on voit que ça explose dans les pays qui ont légiféré ouvertement là-dessus. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, les autres pays, si tu veux, enfin, n'ont pas de leçons à nous donner. C'est ni bien ni mal. Chaque pays fait un peu comme il veut. Il y a des choses qui sont plutôt bien encadrées, comme la Suisse. Mais la réalité du terrain est celle-là. Et on s'en inspire absolument pas, en sachant qu'on avait la loi Claes-Leonetti, qui était plutôt fonctionnelle. Certes, qu'on pouvait ouvrir à des cas spécifiques de maladies incurables, mais il suffisait de changer la loi, de l'améliorer. Là, on a proposé complètement autre chose, ce qui valide peut-être la théorie du cheval de Troie, justement. Ouais, il y a ça et effectivement aussi, il me semble que tu l'as abordé dans une vidéo, la proposition aussi aux descendants, et du coup, la notion de sacrifice encore, qui fait le parallèle avec le Covid. On se vaccine pas pour soi, mais pour les autres et pour la société. De dire: «Bah, en fait, si je pars plus tôt, mes enfants pourront toucher, telle somme d'argent» et cetera. Donc, il y a ça aussi à penser, encore une fois, au niveau économique. Et moi, si j'aime bien aussi penser un peu plus large, au niveau spirituel, intellectuel et philosophique. Je vais me sacrifier pour l'humanité. Parce qu'il y a eu ça, hein, pendant le Covid, je ne sais pas si tu te rappelles, mais certainement, encore une fois, mais de dire non, mais il fallait bien faire des tests, il fallait bien voilà, se sacrifier au nom de, pour le progrès, encore une fois. Et il y a tout cet aspect-là, quand tu disais la, enfin, phagocyter les esprits, finalement, les annihiler complètement et essayer de leur faire, leur faire passer des choses complètement folles pour nobles, comme tu disais, dignes. Et c'est ça qui est dégueulasse. Tu vois, je suis travailleur social, ça fait 20 ans que je bosse dans le social. Et j'ai vu, en fait, se transformer les choses. En fait, tu vois, au départ, on a des êtres humains en face et on traite entre êtres humains et on accompagne les gens, justement, vers un mieux-être. Aujourd'hui, de plus en plus, parce que surtout, moi, j'ai toujours travaillé dans les centres sociaux particulièrement, mais donc c'est des financements publics et privés, et on doit remplir des cases. Ce que tu disais, voilà, lui est suicidaire ou lui est machin, dépressif, etc. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Et on remplit des cases pour avoir des financements, pour répondre. Et on voit tomber l'aspect humain complètement aux oubliettes et effectivement avoir ces dérives de je rapporte ou je ne rapporte pas, je suis bon ou je ne suis pas bon, je sers à la société ou je ne sers pas. Et c'est dramatique. Moi, je m'insurge contre ça. Non, mais complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis et tout est super intéressant. Et c'est c'est ce qui est effrayant. C'est que pour aller sur le terrain, effectivement, peut-être plus philosophique et spirituel, quand tu parles du terme du sacrifice, il est passionnant ce terme parce que on est dans des sociétés occidentales qui n'ont jamais été aussi peu spirituelles. Et pour autant, on utilise des recours à la spiritualité. Sacrifier, étymologiquement, c'est ça il y a le mot sacre dedans. Donc on voit bien que c'est un rapport au sacré. Et c'est là où il y a un renversement des valeurs. Et c'est peut-être un sujet qui nous vaudrait quelques remises en question de nos amis fact-checkers. Mais la religion de l'inversion des valeurs, où la mort c'est la vie, où le mal c'est le bien, c'est le satanisme. Et je ne dis pas ça par provocation ou par gratuité, mais n'importe qui s'est intéressé à l'histoire des religions, le satanisme c'est le culte de l'ordre inversé. Donc
Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il y a des affreux satanistes avec des cornes sur la tête qui sont au pouvoir. Je dis juste que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des religions, l'ordre inversé des valeurs, ça se raccroche à une seule religion. À partir de là, même si on veut quitter cette lecture parce que ça fait un petit peu peur et tout ça, il y a quand même un inversement des valeurs. Une inversion des valeurs, pardon. Et qui n'est absolument pas légitime, qui n'est absolument pas crédible. Je pense sur la question des suicides, par exemple, il y avait eu un papier dans le Figaro, j'ai l'extrait sous les yeux, le 23 mai 2025, le Figaro faisait une tribune de 600 psychologues, psychiatres et psychanalystes qui signaient ça, et qui expliquaient, mais on justifie l'euthanasie par rapport au fait que de plus en plus de gens veulent avoir recours à tout ça, que c'est difficile, machin et tout. En France, le nombre de suicides est passé de 12 000 en 1990 à 9 000 par an ces dernières années. Donc ça baisse. Donc, tout ce qu'ils disent en plus n'est pas vrai. En plus, il y a des mensonges. Au-delà de l'inversion des valeurs, au-delà de tout ce qu'on a dit, il y a des mensonges, il y a des manipulations. Ce qu'ils font n'est pas nécessaire. Donc dans ce cas-là, pourquoi ils le font? Et là, on rentre effectivement dans un territoire de pensée qui est plus compliqué. On a parlé de la franc-maçonnerie tout à l'heure, on peut parler de néolibéralisme, on peut parler sur l'aspect spirituel du satanisme, mais ce que je trouve passionnant, c'est de ne pas rejeter ces réflexions, de ne pas les prendre pour acquises et dire forcément, bon, bah, Macron, c'est le diable, terminé. Pour le coup, ce serait contre-productif parce qu'on se décrédibiliserait nous-mêmes, je pense. Mais c'est d'accepter ces réflexions en disant, oui, effectivement, factuellement, il y a peut-être quelque chose à aller réfléchir là-dessus parce que sinon, c'est incompréhensible. Et on est dans l'incompréhension, on baisse les bras, on dit non, mais ça me fait trop peur, je ne veux pas regarder ça. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens sur la question de l'euthanasie qui sont dans une forme de, de léthargie, quoi. C'est qu'on est un peu effrayé, on a peur. La question de la mort, c'est pas sympa, quoi. Genre, c'est pas l'apéro, remets-moi un pastis Michel, quoi. La mort, c'est pas cool. Mais je crois qu'il faut qu'on s'empare de ce sujet parce que le Covid était un avant-goût. Il n'y avait pas le mot mort, euthanasie, il n'y avait pas des mots très lourds, mais c'était la même réalité de terrain. Donc on a été unis, on s'est battus, on s'est fait entendre à ce moment-là. Lâchons pas, il faut continuer à être ensemble parce que au fond, c'est le même combat, je pense en tout cas. Bah, moi, je fais le lien aussi très clairement, hein. C'est pour ça que je voulais absolument t'inviter parce que je trouve que tu as parfaitement étudié ce sujet et que voilà, c'était très, très bien fait. J'ai partagé tes vidéos, personnellement. Je l'ai fait aussi, voilà, avec TVADP, on l'a fait et on continuera de le faire. Je pense que c'est important. J'ai remis, le lien. Eric, si tu veux bien remontrer aussi, le lien, vers la pétition et tout ce qu'a pu faire Rémi. Voilà, juste Ouais. milieu, point. Hein, ça, c'est important, le point rouge, toujours. Et allez, je vous encourage à inviter Rémi, à inviter, pardon, oui, si vous êtes média Ah, alternatif, bien sûr. mais, Puis même pour mais l'apéro, même si vous avez pas de médias, hein, pour l'apéro, je suis chaud. ouais, chaud pour l'apéro, effectivement. Non, non, mais je voulais parler, je voulais parler du sujet aussi et de partager au maximum parce que, comme tu disais, à juste titre, j'ai regardé, hein, j'ai vu aussi, j'ai été stupéfaite de voir les audiences. Alors, c'est beaucoup, effectivement, hein, ces vidéos ont fait quand même du bruit, évidemment, mais c'est peu comparé à des sujets, comme tu disais, un peu plus en réaction émotionnelle. Bon, tu as dit la bite à Brigitte, effectivement. Et tu as envie de donner aussi une autre dimension à ton média, de parler d'autre chose, de prendre de la hauteur par rapport au sujet, de voir un peu plus au niveau global. Et je trouve ça hyper intéressant. Et j'aimerais bien qu'on refasse, mais quand tu auras le temps, d'autres émissions là-dessus sur la notion de sacrifice et prendre aussi un peu plus de hauteur par rapport, enfin, au niveau philosophique et réfléchir à ces questions-là sociétales. Euh, Là, si peut-être qu'il y a quelque chose que tu aurais envie encore de dire, Rémi, par rapport à l'euthanasie, que tu n'aurais pas éventuellement abordé ou faire un appel. Bah, je pense que déjà, effectivement, et tu l'as bien dit, une fois de plus, merci encore hein, pour le relais de ce travail-là. J'invite nos spectateurs déjà à s'intéresser à la question. C'est beaucoup parce que oui, c'est un sujet lourd et c'est pas fastoche, ça c'est sûr. Mais surtout de ne pas oublier que la lutte ne fait que commencer. Le projet de loi va aller du côté du Sénat entre fin septembre et début octobre 2025. Donc, on va en reparler. Évidemment, on va en reparler. Je vous avoue que là, j'ai passé 2 mois dessus. Là, je souffle un petit peu. Là, je fais plus des vidéos en ce moment sur des sujets un peu plus légers. Je souffle un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est pesant. Et en plus, ben, en me positionnant comme ça, j'ai reçu beaucoup de témoignages, que ce soit de membres du corps médical que de personnes qui ont vécu ça de près. À chaque fois, c'est très touchant.
à chaque fois c'est rude et donc j'ai envie d'être là pour ces gens, mais je suis un média alternatif, quoi. Je sais juste d'être lanceur d'alerte, mais voilà, ça crée aussi du lien à travers des témoignages qui sont pas fastoches. Et je le redis, moi j'ai eu la chance de ne pas vivre ce genre de situation. Donc l'idée, voilà, c'est de s'intéresser à ça, de savoir que ça ne fait que commencer et que quand ça va revenir, je pense qu'il faudra qu'on soit tous ensemble et qu'on accepte de traiter de ce sujet-là, parce que ce qui risque de passer, c'est pas rigolo, c'est vraiment pas rigolo. Et je le redis, c'est pas une question d'opinion ou d'idéologie sur la question de l'euthanasie en tant que telle, c'est qu'ils vont beaucoup plus loin. On a essayé de le démontrer ce soir, ils vont beaucoup plus loin que ça. Et voilà, moi de mon côté, j'ai appelé tous les médias alternatifs à se lever là-dessus, pas se lever une fois que le truc a été voté à l'Assemblée nationale. C'est des trucs qui m'ont gonflé. Il y a des chaînes que je connais, des types avec qui on échange et tout. Ça m'a gonflé. Je leur ai dit, moi, je suis pas là pour avoir des copains et je suis pas là pour être le lanceur d'alerte sur des sujets dont tout le monde parle. Parce que sinon, ça s'appelle BFM TV. Donc, notre rôle, je pense, en tant que média alternatif, c'est d'aller déterrer ces sujets où l'info ne circule pas volontairement. Vous voyez bien pourquoi l'info ne circule pas. Et de faire ce boulot, d'aller déterrer et de rendre les sujets urgents. Parce que si on ne fait que parler de ce dont tout le monde parle, donc voilà, le dernier truc de Retailleau, le dernier scandale de Macron, oui, bon, bah d'accord, mais c'est bien aussi, c'est bien, il faut de tout. Mais n'oublions pas notre métier qui a été celui au moment du Covid, où on allait déterrer ce que les gens ne voyaient pas dans l'hystérie de la période où il y avait plein de choses. Quand on pointait du doigt un truc en disant, mais attendez, vous avez vu l'article X de tel projet de loi? Bah, je pense qu'on est en train de perdre un peu cette dynamique-là, je dis au sens large, hein, je dis on. On est en train de le perdre, où on se contente de faire du commentaire. Et avec l'euthanasie, moi j'ai vraiment envie qu'on soit ensemble là-dessus, aussi bien médias alternatifs que spectateurs, pour s'engager sur un truc qui nous concerne tous, de près ou de loin, parce que sauf erreur, la mort, on passe tous par là, hein. Il n'y a pas beaucoup. Même Michel Drucker, à un moment donné, ça va arriver, hein. On ne sait pas quand, mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en fait, ouais, comme tu disais, c'est important parce qu'on va tous y passer et on est tous concernés. Et aussi, je pense que c'est vraiment, encore une fois, un sujet de société au sens paradigme et comment on voit la vie humaine, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on fait comme projet de société ensemble. Est-ce qu'on a envie de vivre comme ça et encore une fois d'être des numéros, d'être juste 1 euro ou 1 dollar. Enfin, qu'est-ce qu'on souhaite? Et est-ce qu'on peut faire société? Est-ce qu'on peut avancer ensemble, vivre ensemble sur un projet construit de cette manière-là? Parce qu'il va y avoir aussi la question des soignants et des gens, bah, aussi comme moi, travailleurs sociaux, et pas que, parce que comme tu disais, quand le délit, décidément, tu vois, d'entrave, c'est ça? D'entrave. Voilà. Tu vois, j'arrive pas à l'intégrer parce que pour moi, c'est très, très violent ce sujet-là. Parce que ça veut dire qu'en plus, comme c'est pas précisé, effectivement, il n'y aura pas que les médecins, pas que les travailleurs sociaux, des personnes aussi comme toi et moi, tu n'as finalement pas le droit, alors évidemment, on prendra à gauche, mais de juste essayer de dissuader la personne d'en finir en fait avec la vie. Et c'est fou quand on y pense. Enfin, moi, ça me fait halluciner que même des personnes ne prennent pas conscience de la gravité des choses. Et je pense qu'effectivement, il faut se mobiliser. Je ne sais pas si on a un peu une idée des dates, quand est-ce que ça va passer au Pas Sénat, encore. etc. Non, pas Alors, encore. Hein. je regarde ça de près, j'ai pas trouvé de date officielle. La fenêtre annoncée, c'est fin septembre, début octobre, mais Ouais. on n'est jamais à l'abri d'un nouveau caca nerveux de Jupiter qui peut refaire une dissolution. Alors, on serait au Ouais. Sénat. Pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe sur un projet qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui est destiné à aller au Sénat. Je ne sais pas, mais il faut s'attendre à tout en ce moment. Ouais. Donc, voilà. Mais Il y surtout a qu'on plein de- sait que la période estivale, ils aiment bien nous faire passer des choses effectivement en soum soum là, comme on dit, comme disent les Carrément. jeunes. Donc voilà, faut être quand même alerte. Effectivement, c'est pas un sujet très cool, mais on l'a vu pendant le Covid, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, la mort, ça fait pas rêver. Mais pendant le Covid, c'était que ça, hein, les médias mainstream, tous les jours, il y a tant de morts, il y a eu tant d'hospitalisés, il y a tant de gens en réanimation. Donc on a quand même eu le pied dedans. On nous a quand même habitués, en tout cas, à côtoyer cet aspect-là de nos vies, si je peux dire, de la mort, qui est pourtant ce par quoi on va tous passer. Et tu vois, il y a un truc que j'ai retenu, mais ça, c'était en voyageant quand j'étais plus jeune, ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. On laisse là une autre porte de sortie, on présente autre chose. Et on m'avait dit à l'occasion d'un voyage en République dominicaine, Lise, on n'en vit pas ce qu'on ne connaît pas. Et là, c'est pareil, tu vois, avec ce qu'on a vu pendant le Covid, avec l'éducation à la sexualité, le changement de sexe éventuellement, la théorie du genre, le machin, le truc. Là, aujourd'hui, on te propose autre chose auquel
à laquelle tu n'aurais peut-être pas forcément pensé, ou que tu aurais vu dans d'autres pays, mais voilà, ça n'aurait pas été dans ton paradigme et dans ton système et dans ton système de croyances et de référence. Et là, aujourd'hui, bah, ça y est, ça se présente à toi. Et finalement, peut-être que bah, ce serait bien pour tout le monde et ce serait peut-être bien pour moi aussi que bah, je mette fin à mes jours parce que bah, finalement, la vie, elle est difficile, quoi. C'est compliqué d'être avec ces gens, c'est compliqué de travailler tous les jours, de se lever le matin, etc. Donc, voilà, on a semé une graine là qui va germer, et ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils le font. Enfin, c'est ce que tu dis, je pense hein, aussi. Et moi, c'est ce qui me fait peur, c'est de proposer quelque chose, de mettre en place quelque chose, une chose à laquelle on n'aurait pas pensé. Et là, ça va germer. Et, oh bah, finalement, pourquoi pas. C'est le principe même du marketing. Et c'est là où on retrouve des bonnes vieilles méthodes néolibérales. C'est le principe même du marketing. C'est créer la possibilité d'un besoin. C'est-à-dire cette machine à hot dog à la con qu'on voit tous chez Stocomanie. Si on t'en fait pas la pub, tout le monde n'en a rien à cirer. Personne n'a besoin de se faire des hot dogs chez lui. Bon, ben, quand tu sais qu'elle est à 14,90 € chez Stocomanie, tu y réfléchis à 2 fois. Je prends un exemple plus léger, mais c'est l'idée même du marketing. C'est de créer un besoin que tu n'as pas. Ou de créer la possibilité du besoin. Et que le jour où tu te dis, ah bah tiens, je pourrais peut-être le combler, jackpot. Et donc oui, effectivement, là, c'est un peu plus grave que la machine à hot dog. Enfin, c'est nous les hot dogs, c'est ça qui est chiant. C'est ça. C'est ça. Rémi, merci infiniment. Je sais que tu as des choses à faire après aussi. Et voilà, tu es assez pressé par le temps. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps avec nous. Merci à Et toi. tu reviens évidemment quand tu veux, avec grand plaisir. Et je sais que tu es très occupé, mais voilà, avec grand plaisir. Et on peut se reparler aussi de ce sujet-là. Mais je n'ai pas de souci à aborder des sujets compliqués. Et je ne sais pas si tu as envie de souhaiter quelque chose pour cet été, ou peut-être nous partager une date de ton prochain spectacle aussi, quelque chose de positif. Avec plaisir, avec plaisir. Déjà, merci encore hein, une fois de plus pour l'invitation. C'était tout à fait sympatoche. Et puis, bah, la suite du spectacle Zinzin, ce sera Montréal, le 16 août. Voilà, on traverse les océans direction Montréal, 16 août 2025. Et puis après, on rattaque au Nérac en septembre. C'est entre Aurillac et Rodez. Et puis après, on aura plein de campagnes. On aura Le Mans, on aura, que je dise pas de bêtises, Strasbourg. On va faire une belle année de fin 2025, on va se régaler. Puis la dernière petite chose, ben voilà, les vacances arrivent, tout le monde est un peu à l'heure des vacances. Alors, il y en a qui vont bosser ou pas pendant les vacances, mais surtout les amis, voilà, n'oubliez pas de faire des choses qui vous plaisent. Ce qui se passe autour de nous n'est pas très sympatoche. Il y a un peu un marasme généralisé où ça pousse pas à l'optimisme. Mais comme disait ce bon vieux Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui dépend pas de nous. Donc vous pouvez vous miner le moral à dire ah putain Macron c'est chiant, les pauvres ils sont pauvres, la guerre il y a la guerre. Que vous soyez triste ou heureux, ça ne changera rien à la marche du monde. Donc autant se régaler, autant faire des trucs qu'on aime. Moi, c'est Fort Boyard. Samedi soir, j'adore Fort Boyard en mangeant un cornet à la vanille. C'est pas grand-chose, je suis le plus heureux des hommes. Tu vois, ça change rien, ça change pas la marche du monde. Macron, il s'en fout. Mais au moins, bah, moi, ça me fait plaisir. Donc pensez à ça, les amis. Faites ce que vous aimez. Faites des trucs sympatoches. De toute façon, ça changera rien, sinon que de vous faire plaisir. Voilà, on y va plein Il y gaz. a le Tour de France qui commence, toi, Rémi. Ouais, ça a commencé Beaucoup aussi, samedi. toi. Alors, Ça a j'adore le Tour commencé, de ouais, France. tu vois, je n'ai même pas suivi. Ouais. J'adore le vélo, j'adore aller voir le Tour de France et tout ça. Mais le problème de Pogacar, c'est que c'est plus qu'il est dopé, c'est que sincèrement, la NASA a dû faire des tests sur ses jambes parce qu'il y a des trucs. Quand il arrive avant le départ, c'est pas normal. C'est pas il y a un truc. Effectivement, il y a un bug, ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, Rémi. Ben voilà, Rémi vous a dit aussi profitez pleinement de la vie, de ce que, même si c'est pas cool, buvez des coups, voilà, rencontrez-vous entre amis, allez voir Rémi à son spectacle. Bon, là, c'est un peu loin quand même. Tu vas plus, tu es plus en France, donc on t'attendra à la rentrée. Mais en tout cas, voilà, Rémi, merci encore infiniment. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Rémi, à aussi soutenir son travail, parce que franchement, il est à la fois drôle et à la fois pertinent, intelligent. Enfin, vraiment, je suis très flattée et honorée que tu aies accepté mon invitation ce soir. Merci Avec encore, plaisir. Rémi. Merci Merci à beaucoup, à tous et très tous bientôt. d'avoir été là. Et puis, ouais, à très bientôt. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.